Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Méga surprise, comme disait l'autre, alors que s'installait la douce illusion que notre pays, contrairement à la quasi-totalité de nos voisins, allait parvenir à s'épargner une nouvelle séquence de confinement à grande échelle pour contrer le double effet dévastateur des variants et de la poussive mise en place de la vaccination, nous avons fini par y venir. Enfin pas tous évidemment, 16 départements sont concernés pour l'heure, dont ceux de la très peuplée Île-de-France, ce qui fait quand même un sacré paquet de nos concitoyens et concitoyennes. Retour à la case maison, donc certes pas avec les mêmes contraintes ni la même assignation à domicile qu'au printemps 2020, mais retour quand même la plupart du temps. De quoi réveiller les souvenirs de cet enfermement semi-volontaire et de ses effets inattendus chez certains qui, là où beaucoup n'en pouvaient plus de tourner en rond chez eux, se sont subitement sentis plus à l'aise dans le périmètre rassurant de leur salon que dans l'effrayante frénésie du monde extérieur. Cette accoutumance violente à la protection de nos logis, elle est une des manifestations de notre besoin grandissant d'isolement, de repli, de mise à distance d'une société qui nous agresse chaque jour un peu plus. Certains y voient même l'apothéose de l'individualisme forcené prôné par le monde libéral depuis les années 80. Alors sommes-nous voués à renoncer au monde partagé pour nous recentrer sur notre petit univers perso ? C'est une des questions qu'on va se poser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité pour en discuter, c'est le journaliste Vincent Coquebert. Il vient de signer aux éditions Arké un livre qui traite justement de cette propension au repli. Il s'appelle « La civilisation du cocon », tout un programme qu'on a abordé par une question très simple, à savoir ce cocon auquel le titre fait référence. De quoi s'agit-il ? Ce cocon, il diffère en fonction des individus. Ce que j'ai voulu exprimer, ce que j'ai voulu définir à travers la civilisation du cocon, c'est la période historique dans laquelle on se situe, que moi je situe au milieu des années 80, début des années 90, où on a vu en fait se développer ce que des sociologues appelaient une riscophobie, donc la peur du risque. C'était un sociologue comme Ulrich Beck qui avait écrit la société du risque pour montrer qu'en fait le risque était devenu une nouvelle mesure de nos unités d'action, c'était en fait ce qui nous guidait ou ce qui nous bloquait dans les projets ou dans le développement économique tel qu'il se faisait. Et on a vu arriver au début des années 90, à travers le sommet de Rio, ce fameux principe de précaution. Et en fait, ce que moi j'observe, c'est que ce principe de précaution qui était avant une boussole institutionnelle, qui reste encore une boussole institutionnelle, on se l'est approprié. On se l'est approprié au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau social. Et mêlé à ça, pourquoi ? Parce que, à mon sens, c'est aussi une époque un petit peu on va dire une époque un peu charnière, où les grandes promesses de la modernité, d'émancipation, les grandes promesses aussi, on va dire, de la mondialisation heureuse, en fait, du développement économique un peu pour chacun, de l'affirmation de soi aussi dans tous les domaines de la vie, à travers ce qu'on a appelé l'individualisation. Donc, en fait, de devoir se trouver des référents, on va dire pour le coup des boussoles existentielles sans recours à des grands modèles référents, c'est un peu massifié tout en montrant un peu ses limites. Sur le côté, c'est une promesse collective, mais c'est une promesse qu'on ne peut pas finalement promettre à tout le monde parce que tout le monde n'a pas les mêmes, on part pas tous avec les mêmes chances. Voilà. Et ce qu'on observe à cette époque-là, c'est développé ensuite au début des années 2000 et jusque la deuxième partie des années 2000 avec le développement du numérique, avec le développement d'Internet, c'est une domiciliation d'un petit peu tout, des loisirs, des rencontres, de la consommation. Et ces deux mouvements-là, en fait, donc cette possibilité quelque part de rendre désirable cet isolationnisme-là domestique, s'est couplé avec une quête de confort un peu globale, où on remarque en fait que ce soit au niveau du marketing, mais même au niveau des mouvements sociaux, à travers ce qu'on appelait un peu la quête identitaire, la quête de communauté miroir, ce sont en fait des mouvements vers l'intérieur. Tout semble se jouer aujourd'hui à travers plutôt une aventure intérieure plutôt qu'une aventure extérieure. Je donne par exemple, on peut trouver ces derniers temps l'exemple des tests ADN qui fascinent vraiment les gens pour se dire à un moment donné, tiens, de quoi suis-je fait ? À travers un diagramme en camembert, d'un seul coup, on va se dire, tiens, je suis 20% de ceci, 17% de cela, 14% de ceci. Qu'on peut aussi voir à travers le développement de la méditation, à travers aussi le yoga. Donc en fait, c'est un ensemble de signaux, que ce soit à travers les postures sociales, à travers les comportements et à travers les modes de consommation, où on n'est plus dans une conquête du monde, on est plutôt dans une volonté de protection par rapport à ce monde, et plutôt vers une quête on va dire, d'aventure intérieure. Voilà. Pourquoi ? On peut se dire que si on est de plus en plus à vouloir quelque part s'isoler et se retrouver avec des gens qui nous ressemblent, avec qui on partage finalement une altérité très semblable à nous, en fait, c'est aussi parce que donc ces promesses de la modernité n'ont pas été toutes tenues, mais surtout, on est dans un moment historique où on nous présente le futur comme quelque chose d'excessivement angoissant, comme quelque chose de très incertain, et où finalement,
demain va être pire qu'aujourd'hui, et donc sera nettement moins bien que le passé. Et là, on le voit très nettement avec, chez les plus jeunes cohortes, mais aussi un peu plus les plus âgés, une grande nostalgie, une fascination, même pour des périodes, en fait, parfois, que ces plus jeunes cohortes-là n'ont pas vécues, en se disant, c'était mieux avant. Et avant, c'était mieux avant, était une posture conservatrice, voire réactionnaire. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, cette posture, qu'on peut appeler une posture conservatrice encore, est une aspiration commune et quelque chose qui traverse, à mon sens, tout le corps social. Est-ce que cette volonté isolationniste, ce repli sur l'individu, c'est un peu l'expression ultime de ce qu'est le modèle capitalistique, qui en gros proposait, contrairement aux grandes expériences communes et collectives qu'ont été les grands mouvements intellectuels politiques du XXe siècle, le capitalisme triomphant des années 80 nous proposait de devenir une collectivité d'individus. Est-ce que c'est son expression ultime aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, par exemple, le sur-mesure, le personnalisable, le personnalisé, l'expérience personnelle, en fait, que promet le capitalisme. Mais au-delà du capitalisme pur, on a été dans les mouvements, et ça c'était aussi une affirmation sociale, en fait, dans ce qu'on a appelé le processus d'individualisation, qui était aussi une volonté, qui est aussi une aspiration commune, par la fin des grands modèles dominants, de se dire, je peux être le guide de ma vie au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, mais on se rend compte que cette autonomisation-là, elle n'est pas tout le temps facilement atteignable, elle peut être génératrice de beaucoup de décalage entre nos folles espérances et la réalité, et finalement, c'est cette complexité, finalement, à réussir à articuler cette volonté, en fait, de n'être qu'un individu par rapport à une collectivité qui est très différente, qui peu à peu, à mon sens, aujourd'hui, nous désolidarise finalement d'un destin commun, voire créer une sorte d'altérité de plus en plus menaçante, de plus en plus compliquée. C'est le rapport à la mondialisation, le rapport à l'étranger, le rapport même au principe de précaution. C'est quelque chose qui ne fait qu'augmenter aujourd'hui. Donc on se rend compte que cette autonomisation, aussi cette individualisation-là, qui est à la fois, comme vous dites, une des promesses du capitalisme, mais aussi, on va dire, une promesse du pacte social, tel qu'il se reconstituait, est quelque chose qui est très positif pour certaines personnes, mais où on n'est encore une fois pas tous égaux par rapport à cette possibilité-là de se définir qu'à travers soi, qu'à travers ses propres référents et qu'à travers finalement sa propre volonté. On ne peut pas tous se réinventer, on ne peut pas tous changer du jour au lendemain en se disant tiens, j'étais cadre à la Défense, j'ai envie de devenir boucher fromager. C'est une promesse qui est finalement accessible à une toute petite partie de la population et qui finalement crée chez le reste du corps social, qui ne peut pas accéder finalement pleinement à cet épanouissement-là, plutôt une posture de retrait, plutôt une envie de se dire j'ai plus trop envie de jouer le jeu. Cet extérieur-là devient de plus en plus avec des valeurs d'autonomie et de performance qui sont mises au centre de la société. Ces valeurs-là, en fait, et cette manière de faire, elles m'excluent de fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais plutôt essayer de trouver du réconfort à travers des objets de consommation qui sont rassurants. Je vais faire venir le monde à moi plutôt, depuis mon domicile, plutôt qu'à d'essayer de conquérir le monde qui, de toutes les manières, ne m'attend plus. Est-ce que, paradoxalement, dans certains des aspects de ce retour sur soi, on ne peut pas voir la volonté, ou en tout cas l'esquisse d'un futur collectif ? Je pense très précisément aux revendications, notamment de certaines minorités, c'est comme ça qu'on les appelle globalement, qui ont montré leur volonté de se rassembler d'abord entre personnes se ressemblant, avant peut-être de se tourner vers l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi peut-être une voie de réinvention du collectif ? Alors, c'est intéressant votre question parce que c'est pour ça que j'utilise en fait l'analogie ce qu'on appelle le safe space, l'espace sécurisé, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias au début, on va dire milieu des années 2010, et c'était présenté comme une sorte de quelque part une nouvelle génération de jeunes en fait qui auraient envie tout le temps de se protéger, qui auraient peur du monde, qui auraient besoin d'être dans des espaces où rien ne peut heurter, où l'altérité va être semblable, où on va être dans une sorte de communauté miroir. Mais quand on s'intéresse à l'histoire du safe space, en fait, on se rend compte qu'elle a différentes histoires, qu'elle vient d'abord de la fin des années 40 à travers un psychiatre qui s'appelait Kurt Lewin, qui avait lui-même créé des groupes de sensibilité où il avait bien compris que la sécurité psychique était la clé de l'épanouissement finalement et de la réussite et de la performance dans les entreprises. Il y a eu ensuite des origines militantes, donc comme Maura Keiney qui a écrit Mapping Gay LA, expliquait bien qu'en fait c'était dans les bars lesbiens et homosexuels de Californie étaient des safe spaces pour ces populations-là qui étaient en proie aux lois anti-sodomie, en fait, qui venaient les persécuter un petit peu partout. Et il y a aussi une origine sécuritaire, en fait, au safe space, qu'on appelait les safe rooms,
Donc c'était d'abord dans les ambassades américaines et russes, et ensuite dans les maisons en fait. Et ces 3 origines-là, je pense en fait qu'elles sont à la croisée de 3 mouvements très très particuliers qui sont le mouvement psychomanagérial, en fait l'épanouissement personnel, une revendication identitaire et militante, et aussi un fort besoin de sécurité. Et je pense en fait qu'on ne peut pas simplement isoler chaque partie en disant regardez, ces safe spaces-là, ils sont positifs parce qu'ils ne sont que le fait d'une revendication de personnes, de minorités qui peuvent parfois être mis au banc de la société et qui ont besoin de se retrouver d'abord entre eux pour pouvoir ensuite changer la société. Et ça, c'était vraiment le concept en fait de safe space mis en place par le mouvement de libération des femmes dans les années 70, où elles pouvaient profiter de ces espaces-là non mixtes pour développer une pensée alternative au patriarcat. On se rend compte aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus, à mon sens, un peu plus complexe, c'est qu'on a moins l'impression que ces safe spaces-là sont des lieux de transformation de la réalité, mais des lieux en fait vraiment de protection, de restauration, où parce que l'altérité est compliquée, parce que le dehors peut être violent et déstabilisant, on va se retrouver entre nous et on va se faire du bien entre nous et on va se parler entre nous et on va quelque part vouloir annuler et faire comme si en fait tout ce qui était violent dans la société n'existait plus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il y a quelque chose de très hystérisé quelque part quand on parle de ces espaces-là. On peut le voir encore récemment avec Jean-Michel Blanquer par rapport aux réunions non mixtes et pour réserver à des personnes dites racisées de l'UNEF, si je dis pas de bêtises, qui lui perçoit ça tout de suite comme une posture raciste. Alors que, évidemment, ce n'est pas du tout une posture raciste, mais ce qui trouble peut-être les personnes, ou les personnes qui sont critiques par rapport à ces espaces-là, c'est qu'en fait, ça renvoie quelque chose d'un miroir déformant. Et on peut se demander aussi si ces espaces-là, aussi nécessaires soient-ils, sont encore des lieux de transformation de la réalité ou ne sont que finalement des cocons où on ne va pas se transformer en papillon, quoi. C'est des lieux finalement dont on a l'impression qu'ils agissent assez peu sur le réel à l'extérieur. Mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi la traduction, et ce qui explique peut-être aussi les réactions très violentes, notamment de type celle de Jean-Michel Blanquer ou d'autres personnes qui sont critiques vis-à-vis de ces dispositifs, est-ce qu'ils ne sont pas aussi l'expression d'une autre inégalité? On parlait du fait que nous ne soyons pas tous égaux face à la capacité de transformer sa propre vie, d'une inégalité dans le fait où nous ne sommes pas tous égaux face aux besoins de safe space. Ça, je sais pas, parce que je trouvais ça intéressant. C'était, par exemple, il y avait un journaliste américain conservateur sur Fox News qui est très connu, qui s'appelait Tucker Carlson, qui s'appelle toujours Tucker Carlson d'ailleurs, et qui était là un peu sur le mode un peu de la pleurniche. Tout le monde a des espaces sécurisés aujourd'hui, sauf les hommes blancs. Et on voit bien qu'en fait, en fonction de notre capital économique, on va de fait créer une sorte de sécession par rapport au reste de la société, parce qu'on va vivre souvent dans des quartiers avec des gens qui économiquement nous ressemblent et sociologiquement nous ressemblent. Les villas sécurisées ne sont pas l'apanage des minorités qui auraient besoin de plus de protection que les autres. Cet entre-soi et cette volonté d'être protégé, les safe rooms, pareil, c'est plutôt dans les maisons de personnes, surtout aux États-Unis ou en Angleterre, à fort potentiel économique. Donc je crois au contraire que, je vais le dire un petit peu simplement, mais qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, ou qu'on soit la majorité, ou qu'on fasse partie des minorités, ce besoin de protection d'entre-soi est commun à tout le monde, mais il dérange un peu plus quand c'est les minorités qui le mettent en place, parce qu'on a l'impression que c'est une micro-sécession, alors qu'il y a d'autres sécessions qui ne disent pas souvent leur nom. C'est pas une posture très valorisante, en fait, la posture d'une quête de sécurité permanente, de confort permanent, et donc d'une altérité qui devient de plus en plus... c'est pas non plus une philosophie existentielle très, très valorisante. Et donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, en fait, quasiment de la rivalité mimétique de ces catégories-là qui sont plutôt favorisées, à qui on renvoie aussi un miroir en disant « mais vous êtes vous-même dans cette posture-là », parce que c'est quelque chose qui est intergénérationnel, c'est vraiment une pulsion qui traverse, à mon sens, vraiment tout le corps social. Il faut forcément qu'on parle de l'éléphant dans la pièce, même si on a un petit peu tourné autour depuis tout à l'heure. Depuis 1 an, on vit dans une civilisation du cocon un peu contrainte, dans le sens où le mot d'ordre a été, en tout cas pendant de longs mois, et recommence malheureusement à l'être, restez chez vous. Comment est-ce que vous lisez cette situation dans laquelle on se trouve, à l'aune de tout ce qu'on s'est dit, et justement de cette tendance qui était déjà présente depuis de nombreuses années à l'isolation? Ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que j'avais commencé donc ce livre-là avant les confinements et avant la crise du Covid, c'est que ça a été une sorte de stress test géant, qu'il y a eu différents comportements qui nous ont vraiment étonnés. La facilité déjà avec laquelle la France s'est confinée. Il y a un peuple qui est envisagé comme rétif à l'ordre, à l'autorité, c'est très très rapidement confiné. Alors évidemment, il y avait le moteur de la peur, c'était quelque chose qui est naturel, mais on s'est rendu compte, même quand on faisait des études, au bout d'1 mois, 2 mois, il y avait une partie de la population,
minoritaire, mais il y avait aussi une majorité en fait qui ne se sentait ni mieux ni moins bien, mais une partie de la population qui se sentait mieux en fait. On se rend bien compte encore aujourd'hui, même si le confinement crée des dégâts psychologiques et des dégâts économiques et peut-être à terme des dégâts civilisationnels, il y a encore, quand on voit les études, en fait, une courte majorité, surtout, en plus, c'est ça qui est très étonnant chez les plus jeunes cohortes, en fait, a demandé un confinement dur. Donc, alors, il y a peut-être ce fantasme de l'idée, allons-y une bonne fois pour toutes et ensuite ça ira mieux. Mais au-delà du fait que le confinement n'est pas encore vécu parfois de manière aussi mortifère qu'il l'est par toute une partie de la population, montre bien que les gens, on lisait des textes ou des blogueurs, des journalistes qui parlaient en disant « je suis bien dans ma petite forteresse ». Au moment du premier déconfinement, il y a ce qu'on a appelé le syndrome de la cabane. C'était aussi visible en Espagne ou dans El País. Il disait « et si on gardait pour toujours le hashtag restez chez vous ?» Parce qu'on se rendait compte qu'il y avait le fait d'être remis quelque part dans nos cocons et de vivre comme ça dans nos cocons créait un rapport à l'extérieur de plus en plus violent. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait des inégalités totales dans les cocons des uns et des autres, parce que pendant l'annonce du premier confinement, il y a toute une partie de la population qui est plutôt une population plutôt aussi aisée, qui ont pu en fait partir dans leur base d'autonomie durable. On s'est rendu compte que les endroits pour aller se protéger eux-mêmes ailleurs. Donc qu'est-ce que le confinement est venu dire de ça ? Il est venu dire que c'était étonnamment simple d'enfermer finalement les gens, que tout le monde ne le vivait pas mal, et que c'est dur de revenir à la vie réelle. Et on se rend bien compte aujourd'hui, même à travers les dernières études, il n'y a, en tout cas chez les Français, pas une grande envie de reprendre la vie d'après. Pas une folle envie de retourner voir les gens. Donc c'est à mon sens l'illustration de toute la dimension mortifère de cette civilisation du cocon, parce que le confort comme la sécurité sont des notions cannibales, dans le sens où plus on en a, plus on en veut. Dès qu'on monte un peu le curseur, il va falloir monter le curseur encore un peu plus loin. On voit le même paradoxe à travers l'État-providence. Plus l'État-providence va être un État-providence, plus on va le critiquer, moins il va nous satisfaire, en fait. Parce qu'on va tout le temps en attendre de plus en plus. Et il y a encore un paradoxe, et on en revient à des thématiques qu'on a pu aborder un peu plus tôt dans notre conversation. Il y a encore un paradoxe dans cette démarche de confinement où le sous-texte était que nous faisions un effort collectif, chacun de notre côté. Là aussi, il y avait quelque chose de l'ordre de l'injonction paradoxale, de soyez tous ensemble, mais soyez chacun dans votre coin. C'est ça, c'est tenir ensemble. C'est le message gouvernemental. Il y avait quand même une volonté de faire nation, entre guillemets, que ce soit le fait de féliciter les soignants le soir en tapant dans nos mains à la fenêtre. Et donc je pense, oui, que cette injonction paradoxale où soyez seuls, mais soyez ensemble, crée quelque chose d'un petit peu schizophrénique, mais ce qu'on retient surtout, c'est soyez seuls avec les vôtres. Et aujourd'hui, à mon sens, recréer du lien, retrouver un peuple qui ne se soit pas désolidarisé d'un destin collectif va être un des vrais enjeux de la sortie de la pandémie, en fait. Et le livre de notre invité, il s'appelle, on le rappelle, La civilisation du cocon. Il est disponible aux éditions Arquet. Merci à Vincent Coquebert pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.